Madame Josée Saint-Pierre, bonjour, bienvenue et surtout, merci beaucoup de prendre le temps de venir nous entretenir un peu sur ce que vous avez fait par le passé puis ce que vous faites présentement dans vos recherches. Quand on pense à vous, on pense surtout à gestion de PME, on pense aussi beaucoup à performance, à finance, à risque, à vulnérabilité, donc plein de mots qu'on va essayer d'aller vulgariser tantôt. La première question que je vais vous poser, c'est parlez-moi un petit peu de vous. Quelles ont été vos recherches et vos faits d'armes dans votre carrière? Mais merci d'abord de m'accueillir pour parler de ce qu'on fait, puis parler des PME, qui est une passion pour moi. Moi, j'ai un doctorat en finance de l'Université Laval. Je me suis toujours intéressée à la finance du côté de la prise de décision, pas nécessairement le marché boursier. Moi, je suis plus en finance corporative, donc c'est vraiment dans l'organisation, l'entreprise. Qu'est-ce qui fait qu'elle va bien ou qu'elle ne va pas bien. Donc, ma thèse, c'était sur les prises de contrôle des sociétés cotées en bourse. Alors, j'avais jamais travaillé sur les PME avant d'arriver à l'UQTR. Puis, à un moment donné, il y a un collègue, Pierre-André Julien, qui m'a offert l'opportunité de venir travailler dans sa chaire de recherche. À l'époque, c'est la chaire Bombardier sur les changements technologiques dans les PME. Puis, ça m'a intéressée, ça m'a intriguée comme sujet. Je n'avais jamais travaillé sur les PME directement, surtout que les PME, c'est à l'opposé de ce sur quoi je travaillais pour les entreprises cotées en bourse. Puis, donc, en travaillant avec lui, on a eu un chef d'entreprise qui s'est présenté, qui a dit « Ah, ça serait intéressant pour vous, là, de nous aider à mieux gérer nos affaires, puis à nous produire un bulletin de santé. » Un bulletin de santé pour les PME, oui, qui aurait un peu le même format qu'une espèce d'évaluation de Dun & Bradstreet qui se fait pour toutes les entreprises, donc qui donnerait une cote de performance que les entrepreneurs pourraient aller présenter à leurs banquiers lorsqu'ils veulent du financement, en disant à leurs banquiers, c'est pas nous qui l'avons fait, ce sont des universitaires. Alors, c'est super intéressant comme projet. Et quand on m'a présenté cette opportunité-là, moi, je voyais tout de suite, comme je travaille en finance, je travaille sur des données financières, puis les PME n'ont pas de données financières au Canada, c'est confidentiel. Exact. Contrairement dans d'autres pays où c'est possible de les avoir. Donc là, ça m'ouvrait une porte à pouvoir travailler sur les PME avec des données financières. Donc, ça m'a drôlement intéressée. Puis à partir de ce projet-là, quand ça s'est concrétisé, on avait la chaire Bombardier, il y avait le laboratoire de recherche sur la performance des entreprises. Puis là, on s'est dit, ce serait bien d'avoir une espèce de toit à ces unités de recherche-là, quelque chose de commun. Donc, on a proposé la création d'un institut de recherche sur les PME. Alors, je suis cofondatrice d'un institut de recherche qui, depuis, a évolué. Parce que tous les projets à l'intérieur, toutes les structures à l'intérieur d'un institut, c'est toujours des structures avec des financements temporaires. Exact. Donc, lorsqu'un financement se termine, un autre projet se met en place et ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que je suis arrivée à la PME. Une carrière quand même chargée jusqu'à maintenant. Oui. Dans vos projets de recherche présentement, est-ce qu'il y en a un en particulier que vous aimeriez nous parler aujourd'hui? Oui. C'est certain que là, il faut m'arrêter si vous voulez que je parle pas trop lent. Ah, parfait. Alors, pour être capable de parler de ce projet-là, est-ce que vous me permettez de faire un petit retour en arrière? Absolument. Parfait. Alors, on va partir de la performance. Donc, oui. Ça, c'était en fait le laboratoire de recherche sur la performance. Alors, moi, ayant une formation en finance, pour moi, la performance, c'est clair. On prend des états financiers, on calcule les profits, les actifs, on fait des trous de rendement. C'est ça, la performance. Mais ça, c'est vrai pour les entreprises cotées en bourse. Mais c'est pas vrai pour toutes les entreprises. Puis quand on arrive avec des sociétés fermées, que sont les PME, cette notion-là de performance financière est pas du tout comprise de la même façon ou valorisée de la même façon. Donc, oui, on nous a demandé de faire un bulletin de santé sur la performance. Alors, nous, on part avec nos idées de données financières, mais là, les entrepreneurs nous disent, non, on veut pas de données financières dans le bulletin. Ah, là, ça veut dire qu'il faut concevoir la performance autrement qu'avec des données financières. Mm-hmm. Puis, quand on a commencé à travailler là-dessus, on a travaillé en collaboration. Donc, tout ce qu'on a fait, il y a beaucoup de travaux, d'outils. On a développé des outils de diagnostic pour les PME qui ont été commercialisés aussi. Et ces outils-là ont toujours été faits en co-développement. Donc, avec les chefs d'entreprise à côté de nous, qui nous réalignaient, avec qui on validait des choses. Je vous arrête, mais ça prend un certain doigté. Parce que là, quand on parle à une chercheure universitaire puis on parle à un entrepreneur, au départ, il faut qu'il y ait une relation de confiance un petit peu qui s'installe entre les deux.
La relation de confiance, c'est la clé. C'est la base. C'est la clé parce que quand on parle d'avoir des données pour évaluer la performance d'une entreprise, bien, vous pouvez faire un diagnostic par votre médecin. Si vous ne lui dites pas où vous avez mal, exactement. Si vous ne lui donnez pas les détails, il n'y aura pas un bon diagnostic, donc il n'y aura pas un bon remède. C'est la même chose avec les entreprises. Donc, effectivement, il fallait développer cette relation de confiance-là. Ça prend du temps. Ça prend de l'ouverture et ça prend beaucoup d'humilité de la part des chercheurs. Exact. On ne va pas enseigner aux entrepreneurs comment ils doivent faire leur métier, on va apprendre comment ils le font. Donc, on se place comme apprenant. Puis à partir du moment où on a réussi, puis on vulgarise beaucoup, à partir du moment où on a réussi à développer cette confiance-là, c'est beaucoup plus facile. Tout est plus simple, tout est plus facile, tout est plus clair aussi. Donc, alors, à partir de ça, on a travaillé sur la performance, puis là, il fallait comprendre c'était quoi la performance, parce que pour eux, c'était pas financier uniquement. Et avec plusieurs travaux de recherche, on a fait aussi une importante enquête auprès de 650 PME pour comprendre c'est quoi la performance. Et la définition universelle qu'on utilise tout le temps maintenant, c'est la rencontre des objectifs. C'est aussi simple que ça. Si mes objectifs, c'est financier, ça sera un taux de rendement financier. Si mes objectifs, c'est la pérennité de l'entreprise, ou encore, c'est très important pour certaines PME en région, de survivre dans la région, d'offrir des emplois aux petits voisins, aux enfants des employés aussi. Mm-hmm. Alors, si on offre des emplois à des gens qui ont peut-être pas toutes les compétences requises pour exercer un métier, faut accepter qu'on concède une partie de la performance financière. Donc, c'est dans ce sens-là, pour moi, la performance financière, c'est pas l'objectif principal des entrepreneurs d'abord. L'objectif principal des entrepreneurs, c'est de garder leur entreprise et leur autonomie. Après, on veut faire de l'argent. Après, on veut servir la société. Mais une fois qu'ils ont quand même une assurance sur le fait de garder les rênes de leur entreprise, ça, c'est important. Donc, une fois qu'on a vraiment bien compris ce qu'était la performance, ce qui est curieux, c'est qu'on s'est rendu compte que des entreprises avaient des très, très bons résultats financiers, mais il me semble que les données financières, la performance, ça, c'est le passé de l'entreprise. Exactement. C'est pas le futur. Exactement. Le futur, c'est pas dans ses résultats, c'est dans ce qu'elle a mis en place pour pouvoir avoir des résultats demain. Fait que ça va être, par exemple, est-ce qu'on a des bonnes pratiques de gestion des ressources humaines, rétention de personnel, satisfaction des employés? Est-ce qu'on a investi dans nos pratiques commerciales, par exemple, la veille informationnelle, la veille concurrentielle? Est-ce qu'on a investi dans la formation de notre personnel? Donc, tout ce qu'on appelle des pratiques d'affaires, des routines, tous ces éléments-là, pour nous, c'est des indicateurs de performance future. Donc là, on a notre petit diagnostic de performance au départ est devenu un outil de gestion où on avait les résultats, la performance, mais on avait aussi des indicateurs pour le futur qui sont les pratiques de gestion. Puis, en creusant, donc imaginez qu'on a des centaines de PME qui ont travaillé, qui ont complété un diagnostic avec nous. Donc, on a créé une base de données très, très riche qui a été financée par la Fondation canadienne pour l'innovation. Okay. Puis, donc, on a eu plusieurs financements pour ce projet-là. Et là, on a pu analyser dans le détail qu'est-ce qui fait qu'une entreprise, ses états financiers sont bons, mais tout le reste est en train de tomber. C'est vraiment pas un bon signal pour l'avenir. Donc là, on s'est mis à s'intéresser à la vulnérabilité des PME et aux risques chez les PME. C'est ma prochaine question. Quand on parle de performance, il y a un risque relié à tout ça. Comment les entrepreneurs, ou comment vous avez analysé ce fameux mot-là qu'est le risque? D'abord, il faut savoir que le mot risque, comme le mot performance d'ailleurs, si on parle de performance, on ne sait pas de quoi on parle. On parle de quelque chose qui peut bien aller, mais c'est quoi exactement? Il faut la qualifier, la performance. Est-ce que je parle de performance sociale, de performance financière ou quoi que ce soit? C'est pour ça qu'on préfère l'expression « est-ce que vous rencontrez vos objectifs ?» Bon, puis là, après, à partir de là, on est capable de mieux comprendre ce qui se passe. Le risque, c'est la même chose. Pour certains entrepreneurs, le risque, c'est une opportunité. Pour certains, ça fait partie de la réalité. Pour d'autres, ils veulent même pas entendre le mot. Et parce qu'on est comme prophète de malheur quand on veut parler du risque. Ce qui fait que dans certains de nos travaux, on n'utilise pas ce mot-là. On va plutôt
prendre exactement le volet performance, qui est le volet un peu plus enthousiasmant, si on veut, ou c'est pour ça qu'on crée une entreprise, justement pour vivre un peu de performance. Là, on va leur demander qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de rencontrer vos objectifs. Ça, c'est un facteur de risque. Donc, on contourne le mot parce qu'il y a toutes sortes de significations si on ne les questionne pas, c'est quoi pour eux le risque? On tombe, on ne sait pas de quoi on parle, on ne sait pas à quoi eux vont faire allusion par ce mot-là. Donc, on va le contourner en revenant à leurs objectifs. Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de rencontrer vos objectifs, que ce soit en termes de croissance, que ce soit en termes d'exportation, par exemple, mais on va creuser quand même assez finement pour être capable, l'exportation, je prends cet exemple-là parce qu'on vient de terminer un gros projet de recherche là-dessus, c'est une série d'étapes. Exact. OK? Donc, dans toutes ces étapes-là, il y a des sources de difficultés. Il y a des éléments qu'on contrôle peut-être pas tout à fait, le marché, le transporteur, la douane. Parlons d'un sujet très d'actualité. Oui, j'imagine. Mais c'est là, dans le fond, que l'accompagnement devient hyper utile. Puis c'est là qu'on va faire la différence entre ceux qui réussissent mieux et ceux qui réussissent moins bien. Oui, c'est certain que si on reprend le cas de l'exportation, effectivement, les études qu'on fait à l'Institut, il y a des études quantitatives avec des gros échantillons, mais il y a aussi des études qualitatives avec des échantillons plus restreints, où on a l'occasion de discuter avec les chefs d'entreprise. Et là, ils nous dévoilent un peu plus, avec un peu plus en profondeur, comment ils font les choses et ce qu'ils font. Puis l'étude qu'on vient de terminer, c'était dans les PME, pour les PME agroalimentaires. On avait 16 PME qui exportent, puis toutes les PME sont accompagnées. Elles vont chercher, et c'est très, très bien de valoriser, en fait, tout ce qui peut être proche, tout ce qui peut être utile à l'entrepreneur ou à la PME. On est dans un monde où tout va très vite. Oui. On est dans un monde où il y a énormément d'incertitudes, donc la stabilité des choses, c'est plus un acquis, ça. C'est que les choses changent très, très rapidement. Ça peut être les politiques, ça peut être faisons juste regarder les crises depuis la COVID qui se multiplient. Donc, les entrepreneurs sont dans des situations d'incertitude plus élevées qu'auparavant. On peut pas la réduire tout seul, cette incertitude-là. Ça prend beaucoup de connaissances. Donc, il faut pas hésiter à aller travailler avec des organismes d'accompagnement, dans l'écosystème. Regardons dans les écosystèmes régionaux qui peut nous aider. Et il y en a des ressources au Québec. Là-dessus. Est-ce que vous voyez qu'il y a une mentalité change au niveau de l'accompagnement versus une dizaine ou une quinzaine d'années où l'entrepreneur voulait se percevoir comme la personne qui est bonne dans tout, mais qu'aujourd'hui sont plus ouverts à vouloir se faire accompagner par des organisations? Oui, il y en a encore des entrepreneurs qui veulent tout faire tout seuls. Okay. On va tout de suite clarifier une chose. La PME, ça n'existe pas. Il existe des PME. Oui. Des PME, donc des entrepreneurs. Oui, il va y avoir plus d'intérêt aujourd'hui à utiliser les ressources parce que le niveau de scolarité a augmenté. Okay. Plus les entrepreneurs sont scolarisés, moins ils sont craintifs du partage de connaissances avec d'autres personnes. Donc, ils savent qu'eux ont un bassin de connaissances qui leur appartient. Mais parfois, si on prend une crise comme ce qui s'est passé en Ukraine, par exemple, où toute la logistique mondiale a été perturbée, si je n'ai pas les connaissances j'ai pas ce qu'il faut, qu'est-ce que je fais quand ma cargaison est prise dans un bateau en Méditerranée ou dans ce coin-là, mais je fais quoi là? Alors, donc, ça prend l'incertitude qui est dominante dans le monde des affaires. On a besoin de la réduire. Et comment on réduit l'incertitude? C'est par l'information. Et où on prend cette information-là, c'est notamment dans des réseaux, des partenariats, des collaborations, l'écosystème encore qui va nous aider. Et c'est le premier déterminant de la réduction des risques, c'est la réduction d'incertitude. Donc, le vieil adage de « ce n'est pas ce que tu connais, mais qui tu connais » est encore valide en 2025. Oui, c'est valide, mais je dirais, je peux permettre une petite nuance. Oui, bien, il faut. Hein. Parce que qui tu connais et qui peut t'aider. Parce que il faut que ce soit, c'est comme dans un réseau. Un réseau, c'est pas très compliqué. Si on ne donne pas autant qu'on va chercher, on se fait éjecter du réseau. C'est normal. Donc, l'aller-retour est extrêmement important. Puis, la confiance, un élément important, fondamental du réseau aussi, c'est la confiance que j'ai envers mes partenaires. Parce que si je me fie sur eux pour filtrer
toute l'information qui m'est transmise, il faut que je sois certain qu'ils vont filtrer correctement et qu'ils ne me tendront pas des pièges. Comme on a vu dans un cas d'entreprise exportatrice, justement, qui s'est fait jouer un tour par un élément de son réseau, mais qui n'était pas tout à fait fiable. OK. Alors, c'est ça. La confiance fait partie de ça. Mais le mot doit quand même se passer beaucoup avec les autres partenaires. Absolument. Ça va très vite. Ça va très vite, donc il faut faire attention. Parfait. Je voulais aussi qu'on parle un petit peu de la contingence. Tantôt, on s'en est parlé un peu avant l'entrevue. Je voulais qu'on aborde ça un petit peu. En fait, dans les travaux qu'on a faits, quand on a commencé la création de l'Institut, on parle d'une vingtaine d'années quand même, les travaux de recherche à ce moment-là n'étaient pas aussi poussés qu'aujourd'hui parce qu'on n'avait pas beaucoup d'accès à des bases de données sur les PME. Alors, nous, avec le laboratoire, on a créé cette base de données-là. On a fait pas loin de 1000 diagnostics de PME. Les questionnaires, c'est des questionnaires d'une quinzaine de pages, donc avec beaucoup d'informations sur toutes les dimensions d'entreprise. Puis, ce qu'on a pu mettre en valeur, c'est que quand on regarde une PME, puis on le fait aussi avec des sous-traitants de Bombardier, dans la chaire Bombardier, on s'est rendu compte que 2 entrepreneurs dans le même domaine avaient des ressemblances, mais il y avait beaucoup de différences. Ce qui fait que ces différences-là se répercutaient sur l'organisation, sur leurs résultats, évidemment, puis là, on essayait de voir, mais ça vient d'où ces différences-là? Et on a utilisé un concept qui est de plus en plus utilisé, le concept d'orientation entrepreneuriale. Qu'est-ce que veut faire le chef d'entreprise? Puis, selon ce qu'il veut faire, c'est lui qui va dessiner son entreprise. Donc, il va avoir certains types d'employés, il va avoir certaines pratiques d'affaires aussi qui vont être plus développées dans un cas que dans l'autre. On a fait d'ailleurs, avec notre base de données, on a produit des tableaux comparatifs où on avait des entreprises qui avaient une très, très forte dépendance commerciale, dont une clientèle très concentrée, versus un autre groupe qui n'avait pas cette dépendance-là. Puis on voyait toutes les pratiques de gestion qui étaient différentes. Et en bout de ligne, la marge brute était beaucoup plus forte dans un groupe que dans l'autre, et les marges nettes étaient égales. Alors, quand on regarde ça, on essaie de comprendre pourquoi, ça vient d'où. Et c'est là qu'on a mis en valeur des éléments de contingence, c'est-à-dire des éléments qui affectent l'organisation, qui fait que ces résultats sont contingents à son contexte. Soit la diversité de la clientèle, soit l'exportation, soit l'orientation, mais fondamentalement, on revient à un élément, les objectifs du propriétaire dirigeant. Alors, c'est le premier facteur de contingence. La performance. Qui va influencer l'organisation, donc qui va lui donner, je regarde ses pratiques en ressources humaines, en production, en innovation, qui va dire, et c'est le dirigeant qui va dire, moi, je veux être le meilleur au monde en 3 ans. Puis l'autre à côté veut dire, moi, je veux être le meilleur dans mon quartier pour les 25 prochaines années. Donc, la pression dans l'entreprise n'est pas la même. Exactement. La même chose, c'est exactement la même chose quand quelqu'un me demande, oui, mais la marge de profit est quand même importante. Mais elle est importante pour qui, la marge de profit? Exactement. Elle est importante pour le banquier? Oui, si j'ai besoin de financement. Si je n'ai pas besoin de financement, est-ce que j'ai besoin d'avoir une marge de profit optimale? Pas nécessairement. Exact. Alors, je reviens à mon exemple de l'entrepreneur qui engage son petit voisin pour les travails d'été. Alors, peut-être sa marge de profit va être un petit peu affectée par ce choix-là, mais c'est pas grave. Lui, ses objectifs, c'était pas d'aller chercher du financement bancaire. Donc, vraiment intéressant. Madame Josée Saint-Pierre, merci encore une fois, beaucoup, extrêmement intéressant et enrichissant. Et puis, merci encore de vous être prêté au jeu, puis en espérant se recroiser bientôt. Merci beaucoup. Merci.